Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmine Apchi, chasseuse de tête chez Fed Legal, et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit, le DD by Fed Legal. Je suis Audrey Deliris et aujourd'hui je suis heureuse de recevoir Alexandre Menet, vice-président et secrétaire général du groupe Atos. Alors bonjour Alexandre, comment vas-tu ? Bonjour Audrey, très bien et toi ? Eh ben écoute, je vais très bien. Je suis ravie de te recevoir donc pour cette nouvelle émission et nouveau podcast du LEDD et je te remercie d'avoir accepté mon invitation surtout. Je suis ravi d'être ici. Alors déjà avant qu'on parle plus d'entrepreneuriat, ce qui est un peu un sujet phare dans ce podcast, tu as été avocat, juriste, directeur juridique, jusqu'à devenir secrétaire général d'un groupe du CAC 40. Tu as eu un très beau parcours jusqu'à présent. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens ? Alors, moi, je suis un provincial, voilà. Et donc, j'ai un nom breton, mais j'ai vécu une grande partie, en fait, de mon enfance près de La Rochelle, entre La Rochelle et Niort. Et ensuite, après, j'ai fait mon droit à Strasbourg, voilà. Et je suis resté 10 ans en Alsace. Et je suis arrivé à Paris, au début des années 2000, voilà. D'accord. Et alors, tu as fait du droit pourquoi à la base, Alexandre ? Alors, j'ai fait du droit parce que c'était plus par facilité, dans un premier temps. C'est pas très facile quand même, les études de droit pourtant. Non, mais j'étais pas forcément, et mon milieu familial n'était pas forcément éclairé, tu vois, sur un petit peu les écoles de commerce ou ce genre de choses. Et j'étais pas forcément non plus un étudiant brillant, un lycéen brillant. Et donc, je suis passé par le droit et finalement, j'ai été amené à l'apprécier plutôt au fil des années universitaires. Mais à l'origine, je dirais plus que c'est par défaut. D'accord. Bon, ça t'a plutôt bien réussi, j'ai l'impression. Oui, alors en tout cas, j'ai essayé comme beaucoup des étudiants d'en sortir, et puis finalement, j'y suis resté, voilà. J'ai une question à te poser, parce que je la pose à tous nos invités, qui s'intitule pour notre podcast l'entrepreneur du droit. Donc pour toi, quelle est la définition d'un entrepreneur ? Alors un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime le risque, puisque généralement, il met son risque sur lui-même, et donc c'est déjà important. C'est quelqu'un qui est agile, voilà, qui souvent est créatif, parce que même s'il a vu une idée qui l'a inspiré, il va essayer de la retraduire pour lui. Et puis c'est quelqu'un qui, je pense, a vraiment la culture de l'engagement. Et l'engagement après qui va se retrouver, l'engagement bien entendu de son entreprise, l'engagement, il va développer l'engagement de ses collaborateurs. Donc voilà, pour moi c'est ça un petit peu si je devais définir à quoi ressemble en fait un entrepreneur. Alors il y a une question qu'on m'a souvent posée avec ce podcast qui s'appelle Entrepreneur du droit, parce qu'on a des invités qui sont pas forcément justement libéraux ou qui sont pas forcément patrons d'entreprise, parce qu'on a aussi des personnes qui sont salariées d'entreprise. Est-ce qu'on peut être entrepreneur, notamment du droit, quand on est salarié d'une entreprise ? Ah, je crois. Et en fait, moi, fondamentalement, c'est un de mes drivers dans ma vie professionnelle. Je pense qu'il y a un principe de base. Déjà, on n'exploite généralement pas assez, finalement, son champ de compétences qu'on nous attribue. Et pour moi, c'est toujours été un moteur. En me disant, finalement, on peut me donner des objectifs, mais on ne m'oblige à rien. Et donc, je vais essayer de donner un peu de sens à ce que je fais. Et donc, pour pouvoir donner du sens à ce que je fais, pour pouvoir avoir l'impact dont j'ai besoin, parce que pour moi, c'est quelque chose de déterminant, eh bien, je vais essayer de pouvoir développer, en effet, ces cultures entrepreneuriales. Si je reprends les points que j'évoquais, dans la création, moi, ce qui m'a toujours intéressé, en fait, c'était d'essayer de stretcher la matière, en fait, au maximum, pour pouvoir se dire, tiens, mais voilà, on va essayer de trouver toutes les solutions. C'est aussi de pouvoir innover. C'est pouvoir aussi, bien entendu, engager, gérer ma petite PME, en fait, finalement, dans l'entreprise. Arriver à convaincre. C'est comme, en fait, quand on est dans une relation commerciale. Convaincre, en fait, l'opérationnel. Convaincre le dirigeant. À la fin, c'est le dirigeant qui prend la décision. Mais arriver à influencer, en fait, ces décisions, c'est quelque chose, en fait, de, pour moi, totalement entrepreneurial et entrepreneur du droit. Ça tombe plutôt bien que tu sois notre invité aujourd'hui, alors. Alors, depuis que tu es chez Atos, ta direction juridique, elle a vraiment pris une ampleur bien plus importante depuis ton arrivée et quand on la compare avec aujourd'hui.
aujourd'hui. Il y a eu la compliance, le contract management, le M&A, la stratégie et d'autres sujets peut-être aussi. Justement, est-ce que c'est ça, directeur juridique entrepreneur? Est-ce que c'est développer constamment en fait un périmètre encore plus grand en interne pour sa direction? Alors je pense pas qu'il y ait une règle en fait par rapport à ça. Bon, déjà il y a une base, c'est que voilà, c'est pas c'est avant tout l'homme qui va faire la fonction et l'engagement qu'on veut se donner, les objectifs en fait qu'on veut se donner. Il y a un momentum, il y a une entreprise aussi qui peut permettre ça. Et puis il y a un dirigeant qui va en effet arriver à percevoir la capacité finalement de ses collaborateurs à se développer ou pas. Et j'insiste là-dessus parce que c'est toujours en fait un sujet pour les directeurs juridiques de se voir, voilà, est-ce que je suis au comité exécutif d'une entreprise, quel est mon rapport en fait avec le dirigeant. Finalement, c'est la capacité à se mettre dans une posture de dirigeant. Et si je me mets dans une posture de dirigeant, a priori, je ne suis d'accord, j'ai des compétences qui me sont attribuées, mais c'est avant tout parce que je suis un dirigeant que le CEO va me faire confiance et me donner en fait des choses. Il analyse ma capacité où je peux apporter de la valeur. Il y a pas, on n'est pas dans des attributions de décrets en fait ministériels. On est justement, je pense que je peux apporter de la valeur en fait à l'instant T. C'est ce qui m'est arrivé chez Atos. Après, est-ce que c'est infini? Je pense que ça c'est un peu présomptueux. En revanche, voilà, il y a un sujet, il y a des capacités, il y a un momentum qui se crée, et donc finalement, c'est ça l'idée. Et je pense que c'est aussi ce que chacun doit avoir en tête. Il n'y a pas d'a priori. Et c'est ça qui est fabuleux, en fait. Merci pour ce retour d'expérience. Là, tu nous as dit que c'était possible d'être entrepreneur en étant juriste salarié. On parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat, notamment dans les startups. Ces personnes qui partent de rien, qui ont une super idée, qui montent un business, et puis après qui enchaînent les levées de fonds jusqu'à devenir une licorne. Voilà, moi, je le vois dans la tech, justement, ces juristes qui rejoignent ces startups. On peut imaginer peut-être plus facilement d'être entrepreneur dans cet écosystème-là. Mais toi qui n'as connu que des entreprises de grande envergure, comment est-ce qu'on peut se montrer entrepreneur aussi dans ces très grands groupes, justement? Est-ce qu'il y a des choses peut-être un petit peu différentes que tu as mis en place? Alors, moi, quand j'étais chez eBay, par exemple, il y avait quand même un peu ce côté un peu start-up. Moi, je suis très admiratif. Les entrepreneurs, parce que moi, j'ai pas été capable, en tout cas, c'est quelque chose démarrer from scratch, tout ça. Je suis vraiment entrepreneur. Je suis admiratif de tous ces dirigeants qui ont créé, en plus, parfois des histoires fabuleuses. Je crois que dans l'entreprise, en fait, quand j'évoquais tout à l'heure, on gère sa petite entreprise, d'accord? Et de plus en plus, on gère son budget, on gère ses people, et dès qu'en fait on a un sujet dans son équipe, on a un problème. Il faut le résoudre en fait. Et souvent, même si bien entendu on est dépendant d'une organisation, qu'on va interagir avec la RH, la finance, etc. Mais en fait, on voit bien que c'est avant tout une logique de je suis le chef de la petite entreprise légale en fait, et donc ma responsabilité, c'est de faire en sorte de recruter les bons collaborateurs, c'est de faire en sorte d'avoir les bons outils, c'est de faire en sorte effectivement que demain la qualité de ce qui va sortir de mon organisation. Donc en fait, si tu vois, tu retrouves finalement les mêmes indicateurs que tu peux retrouver dans une entreprise, et a fortiori dans une entreprise entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que souvent en plus, sauf exception, mais la majeure partie du temps, les directions juridiques ne sont pas pléthoriques, et donc tu es obligé d'avoir cette agilité, d'accord? Et cette agilité te pousse à avoir cette démarche entrepreneuriale, en disant tiens voilà. Et moi j'ai toujours dit à mes collaborateurs, c'était quelque chose d'essentiel, et c'est un moteur, on essaye. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, en fait, mais on aura essayé. Et ça, c'est la logique de l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis sur le on essaye. C'est-à-dire on n'est pas sûr de réussir, mais on essaye. Donc cette capacité à peut-être affronter un échec, ça peut être aussi une qualité pour un directeur juridique pour mener son équipe à bien. Je pense. Et puis moi, j'ai toujours eu cet acronyme en fait, et notamment chez Atos, TPE, transparence, proximité et enthousiasme. La transparence en fait, c'est de dire on a merdé. On n'a pas été capable de le faire. Alors bien entendu, si ça se répète, ça devient ennuyeux. Mais bon, il faut être capable d'essayer. C'est la pire des choses en fait. Je crois que la pire des choses, c'est la peur de l'échec dans une vie. Sinon, on ne fait rien. Demain, je traverse la rue, j'ai peur de traverser la rue par principe. Non, il faut il faut tenter des choses. Alors bien entendu, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif pour un directeur juridique. Mais mon Dieu, c'est le garant du droit, etc. Il n'a pas le droit de... Mais si, bien sûr. Après, bien entendu, il faut que ça soit ordonné, il faut que ça soit structuré. Mais en revanche, ne pas avoir peur de l'échec, de se dire, j'ai tenté quelque chose. Le nombre de fois, en fait, on a essayé de tenter des projets collectifs au sein de l'entreprise, au sein de la direction juridique. On essayait des choses. Ça marchait pas, mais c'est pas grave, on avait tenté. Et ce que je disais toujours, en fait, aux collaborateurs, c'est que, voilà,
vous faites partie de cette aventure et ça donne du sens aussi ce que vous faites tous les jours. C'est un gagnant-gagnant. Oui, tu reviens sur ce que tu disais, être entrepreneur, c'est aussi donner de sens à son travail et à ses collaborateurs. Exactement. Moi, je suis confronté à un sujet quand même. Je suis dans un monde complètement ubiquitaire où on vend pas de choses tangibles. La transformation numérique, c'est pas tangible en fait. En tout cas, quand vous travaillez dessus. Après, peut-être c'est tangible pour le client final, mais non en l'espèce. Notre siège social est à Besançon. Donc il faut quand même raconter une histoire pour que les gens puissent se dire tiens ben voilà, j'ai envie de faire partie de cette équipe. Et donc j'ai envie de faire partie de cette équipe, c'est d'avoir en fait un leadership qui est inspirant et qui propose justement d'essayer des choses, de responsabiliser avec beaucoup d'empathie en fait et de proximité avec les collaborateurs. Et comme je le disais, ben voilà, un peu d'enthousiasme et normalement on arrive à avoir une recette sympathique. Ok. Tu parlais de cette capacité à faire des choses avec possibilité qu'il y ait un échec justement. Est-ce qu'il y a quelque chose pour ta direction juridique, peut-être une ambition que tu avais pour elle, quelque chose qui n'a pas fonctionné, que tu aurais vraiment voulu que ça marche et finalement ça n'a pas marché. Est-ce que tu voudrais peut-être partager Alors, il y a une chose, mais c'est un sujet qui est un peu récurrent parce qu'elle existe, mais j'ai pas réussi véritablement c'est un grand mot, l'industrialiser, c'est la culture du feedback. Voilà. Et j'avais été très influencé par ce que j'avais vécu chez eBay, qui était peut-être parfois même un peu excessif, en fait, où n'importe qui peut faire le feedback sur certains, sur un acte, etc. Et c'est quelque chose qui, autant je le pousse dans les one-on-one, de façon, quand il y a des entretiens formels ou quand j'ai des entretiens réguliers avec mes collaborateurs, mais cette culture du feedback, voilà, parce que moi je suis obsédé par une chose. Je ne veux pas qu'on m'applique le Why the President seems so small, d'être complètement décalé en fait ou déconnecté en fait de la réalité. Donc j'essaye autant que faire se peut, bien entendu, d'être très très proche des collaborateurs, près des opérations, près de leurs problématiques, etc. Mais la culture du feedback. Tu sais, plus ton organisation est haute, plus c'est difficile en fait pour toi. Donc il faut trouver des moyens d'être en prise en fait avec la réalité quotidienne de tes collaborateurs. Et a fortiori, après ce qu'on vient de vivre et ce qu'on est en train de terminer de vivre, je l'espère, avec la crise de Covid. Ça a eu un mérite, en fait, c'est que ça a redonné la confiance en soi des collaborateurs. Ça a permis et ça va permettre la décentralisation. Donc, en fait, il faut que nous, bien entendu, le management, on se réinvente par rapport à ça. Et donc, ça, maintenant, ça va devenir un vrai challenge. En l'espèce, moi, en tout cas, c'est celui que je souhaite aborder dans les prochains mois. Ok. Atos, aujourd'hui, c'est combien de juristes en tout ? Alors, en tout, en fait, on est 200 juristes. D'accord. Et on a en plus, donc, des contract managers et une équipe compliance. D'accord. Et tu arrives à insuffler justement cette culture du feedback et de l'entrepreneuriat aussi avec cette vision en tout cas très... Oui, en donnant des objectifs, puis surtout après dans la proximité, ce sont mes proches collaborateurs qui font ça. J'ai Damien Catoire qui est directeur juridique, qui est quelqu'un de fabuleux en fait, que j'ai formé et en qui j'ai vraiment pleinement confiance, et puis toute une équipe en fait, voilà, on est en train de développer. Il y a, alors c'est un peu prétentieux, mais voilà, j'ai recruté en fait une bonne partie de ces jeunes, pas que je me considère vieux, mais voilà, de ces jeunes dirigeants juridiques en fait, et donc ils ont été formés entre guillemets, c'est des bébés Alexandre Menet, et donc j'ai bon espoir. Non, mais c'est assez sympa de voir que tu peux essaimer en fait cette culture, et c'est ça qui m'intéresse en fait. Oui, donc ce qui est intéressant, c'est que même en étant directeur juridique, VP du coup secrétaire général d'un très grand groupe, on peut aussi insuffler cette culture de l'entrepreneuriat, même à ses collaborateurs, même jusqu'aux équipes. C'est une logique de mindset. C'est trop facile en fait d'aller parfois à la facilité. Le monde, il a jamais été aussi complexe qu'aujourd'hui. Et donc en fait, avoir un raisonnement de facilité, de voilà, là, si j'envoie ça chez un avocat ou je fais pas, etc. Je me dis tiens, mais non, il faut justement, donc il y a une accountability qui est essentielle, et ça passe par le rôle modèle. Si le chef ou le boss en fait, il n'a pas cette attitude, ça descend pas, c'est évident. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment peut-être dans ton approche que tu as eue au sein de tes différentes structures que tu as eues, donc eBay, Accenture, aujourd'hui Atos ? Alors, j'essaye de continuer toujours à m'améliorer en fait, et donc j'ai quand même réussi à accepter depuis un certain temps maintenant de ne plus être angoissé par mes faiblesses et de ne jouer que sur mes forces. Et donc ça m'aide en fait à passer des étapes et des échecs. Non, je pense que l'une des choses que j'ai là, je pense un peu corrigé, c'est de prendre mon temps.
dans un monde en fait qui est ultra rapide, ultra connecté, c'est d'être capable en fait, et c'est là où je rejoins tout ce que j'ai fait sur la raison d'être des entreprises et le sens en fait de mon action, c'est d'être capable, quand bien même en fait on est dans une logique et le domaine du service est très violent en fait pour ça, de rapidité, d'exécution immédiate, ce genre de choses. Il est urgent d'attendre est une bonne règle. Et comment tu fais pour concrètement attendre, parce que dans un monde, comme tu le dis, qui est ultra complexe, ultra rapide, où les décisions doivent être prises, j'imagine, à la minute, parfois, comment tu arrives à toi prendre le temps nécessaire, le recul nécessaire pour peut-être prendre les bonnes décisions? Alors, je pense qu'il y a une discipline personnelle et puis ensuite après, il y a dans les actes de management une discipline personnelle qui est d'essayer, et moi ça a toujours été en fait un élément clé dans ma vie, voilà, de m'intéresser en fait à des choses beaucoup plus larges, de faire un peu de macro pour pouvoir justement un peu, quand j'évoquais la complexité du monde, pour comprendre ensuite après qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Je pense qu'aujourd'hui, un dirigeant qui n'a pas compris qu'en fait il faut travailler pour le bien commun, je pense qu'il a un vrai sujet de connexion en fait avec la société. Et donc c'est très très important pour moi de revenir en fait avec comme un entonnoir, d'avoir en fait une vision très macro pour revenir ensuite après à des choses très concrètes. Et puis ensuite avec mes collaborateurs, donc au quotidien. Je crois que l'idée, c'est qu'on arrive à construire en permanence, en fait, des moyens, voilà, de se dire, mais tiens, on pourrait faire les choses différemment. On essaye en fait de revisiter. Je pense que c'est ça qui est intéressant, en fait, de revisiter les choses en sentant qu'il y a des choses qui sont acquises, mais il y a des choses qu'il faut garder dans la durée, des actions qui vont effectivement prendre peut-être plus de temps, et d'être capable aussi, parce que c'est ça avant tout, d'avoir le moyen de communication. Donc auprès, et c'est la propre conviction que va avoir le dirigeant, quand vous communiquez en fait, juridique, j'entends par là, quand vous communiquez à votre patron, il faut être capable de lui expliquer le rationnel de la raison pour laquelle il est peut-être urgent d'attendre. Et c'est une posture, certes, je le reconnais, mais cette posture en fait, elle est déterminante et elle se repose sur l'expérience. Je dis toujours en fait aux jeunes juristes, vous allez en fait dans votre vie vous construire progressivement ce que j'appelle une espèce de matrice de risque, d'accord ? Votre expérience, il faut la faire rentrer dans des cases et ensuite après, comment tout ça va fonctionner. Et je pense qu'on raisonne ensuite après comme ça. Et puis, voilà, il faut savoir aussi, bien entendu, toujours s'entourer des bonnes personnes qui vont vous apporter en fait un peu ce confort. Ça, c'est un point qui revient souvent justement quand on est entrepreneur dans une société ou dans sa société. Pour le coup, c'est de bien s'entourer. Et ça, c'est intéressant parce que beaucoup imaginent l'entrepreneur tout seul ou même le directeur général tout seul dans sa tour d'ivoire. Je vois Alexandre qui me fait les gros yeux du coup. Donc, il faut bien s'entourer et il faut choisir les bonnes personnes pour justement faire en sorte que le projet commun soit atteint. Complètement. La capacité en fait à s'entourer, pour moi, c'est une des marques majeures du bon dirigeant. Et voilà, il faut savoir s'entourer. Je pense qu'en fait aussi, moi, c'est l'une des raisons pour laquelle aussi je me suis beaucoup impliqué dans le monde associatif. Alors c'était le prosélytisme de ma fonction auquel je suis chevillé au corps, attaché en fait, mais aussi c'était pour échanger avec mes pairs et je le fais de façon régulière maintenant où voilà, j'ai des amis qui sont secrétaires généraux ou directeurs juridiques de grandes entreprises, aussi d'entreprises un peu plus petites, pour pouvoir échanger sur ces sujets-là. Là encore, c'est se mettre dans une posture de dirigeant. C'est ce que font tous les grands patrons du CAC 40. Et donc, il faut faire la même chose, en fait. Et puis, c'est un moyen de bien entendu, de se rassurer ou au contraire de s'inquiéter. Mais c'est nécessaire, oui, absolument. Tu nous as parlé tout à l'heure de raison d'être, oui. qui est un sujet qui t'anime, il me semble, énormément, oui. En plus de défendre les professions du droit. Donc, tu as même publié un ouvrage qui était en avril de 2021, qui s'appelle donc Raison d'être, engagement et responsabilité, qui a été préfacé par Bruno Le Maire. Oui. Comment tu t'es retrouvé à traiter ce sujet chez Atos et à rédiger un ouvrage sur cette thématique ? Alors, un peu... pour ceux qui me connaissent, à la fois une opportunité puis un peu de folie en fait. Donc l'opportunité, il s'est trouvé que j'ai été associé aux travaux de la raison d'être chez Atos, en fait, avec Thierry Breton. Alors peut-être juste un point, qu'est-ce que c'est la raison d'être d'une entreprise, pour ceux qui ne savent pas ? Alors, la raison d'être d'une entreprise, en fait, c'est une espèce d'agrégation de tous les éléments identitaires d'une organisation.
et qui va permettre en fait d'avoir une espèce de cohérence donc pour une organisation, parce que je dis organisation parce que c'est pas que les entreprises, mais enfin bon, pour une entreprise dans le sens de son action. Typiquement, Atos, c'est donc façonner l'espace informationnel. Ça veut dire quoi, façonner l'espace informationnel? Mais c'est en fait se poser la question que cet espace, au même titre que l'espace maritime, que l'espace terrestre, que l'espace aérien, eh bien, il a besoin d'être régulé. Et que les acteurs, en fait, qui jouent un rôle important dans cet espace, comme Atos, eh bien, effectivement, doivent s'engager sur « je veux être responsable de quoi dans cet environnement ?» Et pourquoi? Parce que aussi, on a un risque qu'aujourd'hui, les entreprises se retrouvent responsables de tout. Et donc, elles ont intérêt, finalement, à définir, elle veut être responsable de quoi. C'est ça le changement fondamental. Il y a, après le Covid, en fait, un rééquilibrage des rôles entre l'État, les entreprises et les individus. Je l'évoquais tout à l'heure sur la place que les individus dans la société. Et l'entreprise a intérêt à définir, en effet, je veux être responsable de quoi pour ne pas être responsable de tout. D'accord. Et il y a un contrôle après là-dessus, parce que certains peuvent penser que c'est un peu marketing, justement. Non, alors justement, c'est pas une opération marketing, parce que, bon, d'une part, on peut aller jusqu'à la modification de ses statuts, il y a des comités, c'est une responsabilité du conseil d'administration. La sanction, c'est quoi? C'est pas simplement, on n'est pas en train de rajouter un élément supplémentaire pour évoquer ad nutum le mandataire social. La responsabilité, c'est je suis pas aligné avec ce que je suis en train de déclarer. Et donc là, c'est quoi? C'est mon écosystème. C'est la valeur de mon capital humain. C'est mes éléments extra-financiers. Donc en fait, il y a des vrais... les jeunes générations, en fait, seront sans pitié pour ceux qui ne sont pas alignés dans leurs actions. Moi, j'ai fait les observations, en fait, de plusieurs entreprises où on s'aperçoit que entre la marque employeur, la stratégie, les indicateurs CSR, les objectifs financiers, il y a parfois un décalage. Et la raison d'être, elle permet cette cohérence. C'est d'assurer la cohérence du message et des actions de l'entreprise. Ça a une valeur, en fait, fondamentale aujourd'hui. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton métier aujourd'hui? Alors, ce qui me motive le plus, c'est de développer mes collaborateurs. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment... Alors, j'aime apprendre, j'aime m'enthousiasmer, j'aime avoir de l'impact. Mais aujourd'hui... Alors, je viens d'avoir 50 ans. Et bon, non, mais sincèrement, ce qui me motive, c'est vraiment développer mes collaborateurs. C'est là où je vois l'impact que je peux avoir. Et c'est vrai, une forme de satisfaction. Et toi, justement, tu aides tes collaborateurs à les faire grandir. Donc, tu as recruté plusieurs bébés menés, si j'ai bien compris. Est-ce que tu as recruté des personnes qui te ressemblent, ou au contraire des gens complémentaires? Quelle était ta stratégie? Alors, c'est une très bonne question. Et j'ai toujours fait attention à ce risque-là de recruter des gens qui me ressemblent. Et à la fois avec les cabinets de chasse de tête, à la fois quand c'était des gens qui m'approchaient, je faisais en sorte, toujours, qu'il y ait une personne de confiance qui me connaît, qui allait aussi être dans le process d'interview et qui me gardait justement de ce risque-là. D'accord. Très intéressant. Mais ça, je peux en témoigner. Il y a aussi d'autres sociétés, en fait, pour lesquelles nous, on peut recruter c'est très bien quand on a quelqu'un de confiance qui connaît très très bien aussi la personnalité. C'est aussi une question de personnalité, de bon matching, qui peut être dans le process de recrutement pour pas qu'il y ait un loupé, justement. Absolument. Je rappelle que ce qui est déterminant, en fait, pour quelqu'un qui va rejoindre une entreprise, c'est sa capacité à s'adapter à l'environnement. On n'est plus là pour checker, normalement, c'était fait par des professionnels comme toi. Et donc, en fait, on est juste là pour vérifier est-ce que cette personne, elle peut, oui ou non, s'intégrer dans l'environnement de l'entreprise. Donc, tu parles comme tu le disais juste avant, d'accompagner tes collaborateurs, de les développer. Et toi, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont accompagné à être le directeur juridique, qui est même le secrétaire général que tu es aujourd'hui, des mentors, des gens qui t'ont inspiré? Oui, alors je pourrais pas ne pas cacher que Thierry Breton a été une des rencontres de ma vie. Et une rencontre de ma vie les plus importantes sur le plan professionnel, parce qu'il m'a fait confiance. Il a vu la capacité que j'avais à faire des choses. Et puis après, il y a des gens qui sont plus dans l'ombre, auxquels je pense très fort, et particulièrement une personne qui prend sa retraite en plus aujourd'hui, ces derniers jours, et qui a été déterminant, avec une écoute permanente. Et je crois que ça, c'est important. Et puis après, dans le monde juridique, il y a 2-3 personnes qui ont été très importantes pour moi dans ma vie, et aussi des avocats pour qui j'ai une estime très très forte, qui ont été là dans les moments très difficiles,
Et j'en ai vécu. et voilà. Et moi, je garde une grande fidélité dans l'amitié professionnelle. Voilà. Oui, tu nous as parlé encore une fois de très bien s'entourer. Ça parle en interne, mais aussi en externe, avec de bons alliés. Et tout à fait. Des personnes qui vont pouvoir t'accompagner. C'est très important, en fait. Ça m'est arrivé quand tu te retrouves dans des situations où il faut... Ça peut paraître un peu une analyse de comptoir, comme un psy, mais c'est essentiel, en fait. Il faut pouvoir dire les choses. Et le dire les choses à quelqu'un qui comprend les environnements ou qui te comprend toi, c'est une chance incroyable. Voilà. Est-ce que, au-delà des personnes qui t'ont inspiré, qui, j'imagine, se reconnaîtront, si elles écoutent ce podcast, est-ce qu'il y a des sources d'inspiration, des choses qui te motivent et qui t'inspirent au quotidien? Alors moi, de façon complètement décalée, moi, je suis un amoureux de la poésie. Voilà. Et je considère que la vie est de la poésie. La vie est poétique. Et à l'intérieur de la vie poétique, il y a la poésie. Et j'écris moi-même énormément de poèmes. C'est un moyen, en fait, justement, d'équilibrer un petit peu cette pression, d'être dans un monde aussi un peu plus imaginaire et d'arriver finalement en permanence, parce que c'est un exercice intellectuel aussi, de reformuler les choses et de les donner, de les communiquer en fait avec une forme poétique. Et c'est ça qui m'inspire, ouais. Donc ça veut dire que on a la chance de pouvoir lire un livre du coup sur la raison d'être. Est-ce qu'un jour on aura la chance de lire des poèmes? J'ai publié un petit recueil il y a quelques années, mais de façon très confidentielle. Ah oui, parce que j'ai pas trouvé cette information. Très confidentielle, ouais. Donc voilà. Mais non, ça restera un jour, oui peut-être. Voilà. D'accord. Alors on parle de poésie, on peut parler aussi de citations et pour le coup on a déjà discuté quelques fois ensemble et je sais que tu regorges de citations. Est-ce qu'il y en a une vraiment là que tu aimerais partager avec nos auditeurs qui t'inspire et qui pourrait les inspirer aussi? Écoute, tu vois, par rapport à ce que je viens de dire et ce que je vis en ce moment, c'est alors j'ai plus malheureusement la source, mais moi je dirais c'est plus donne de la vie à tes jours plus que des jours à ta vie. Et c'est un peu ça en fait. Voilà. Alors je crois que c'est quand on parlait d'entrepreneuriat, d'innovation, voilà, c'est ça. Tu donnes de la vie à tes jours plutôt d'essayer de compter en fait les jours de ta vie. Et ça, je pense que c'est un très bon driver pour moi. Ouais. Et puis on revient sur la notion d'enthousiasme dont tu nous parlais au quotidien. Ouais. Exactement. Et si tu n'étais pas devenu directeur juridique, est-ce qu'il y a un projet qui t'aurait tenté? Alors poète peut-être, mais peut-être autre chose. Poète, alors j'espère que c'est pas terminé. Oui, mais voilà. Bien sûr. Écoute, non, moi je suis. Alors, je ne vais pas faire de politique, ça m'intéresse pas, mais je suis très intéressé par l'intérêt social et la vie publique, voilà. Et donc, je désespère pas peut-être à un moment donné dans ma vie d'avoir une autre vie en fait qui serait plus tournée vers encore plus l'intérêt public. Et puis, voilà, j'aurais aimé avoir le courage de peut-être me lancer dans... J'adore l'enseignement, j'adore être au contact des étudiants, j'ai la chance de faire ça à Sciences Po et à HEC. Mais c'était plus en fait moi un regard philosophe, voilà. Donc si je devais me dire tiens qu'est-ce que j'aurais aimé faire, ça aurait été un peu de la philosophie, être enseignant de philosophie et puis pouvoir écrire, voilà, je pense. Et heureusement la vie est longue et il y a encore plus de projets voilà, du coup. Voilà. Comme tu aimes l'enseignement et partager aussi tes retours d'expérience, est-ce qu'il y a un conseil ou même plusieurs conseils que tu pourrais donner à un jeune juriste ou même peut-être même au jeune Alexandre qui était sur les bancs de la fac il y a quelques années? Alors que tout est permis. J'entends par là on peut oser des choses, voilà. Alors peut-être que tout est permis, on a l'impression qu'on peut faire des bêtises. Non, c'est pas ça. C'est que c'est vraiment ce que je veux dire par là, c'est que voilà, moi je suis et j'en suis assez fier en fait. Je suis un produit de la méritocratie, mais voilà, et en plus un produit de la méritocratie qui avait pas forcément complètement confiance en lui, hein, d'accord. Mais voilà, il faut effectivement oser, essayer d'inventer, de se réinventer, d'innover. Voilà, pour moi, c'est vraiment le mot oser. Il faut vraiment oser. Et puis, même si parfois on le paye assez cher, il faut être conscient, c'est que il faut garder une certaine forme de liberté. Merci, Alexandre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager avec nos auditeurs
avant de te laisser. Merci beaucoup Audrey et merci de ce moment parce que la seule chose que je peux partager, c'est que c'est très sympathique. Alors, en toute franchise, j'avais pas préparé les questions, mais ça amène aussi un moment de réflexion, de calme. Et j'invite, en tout cas, tous ceux qui voudraient participer à ce podcast, vraiment à répondre favorablement parce que c'est un moment très sympa. Voilà. Merci Alexandre, merci d'avoir participé et merci à tous pour avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à écouter les autres. En tout cas, moi j'ai été ravie de recevoir Alexandre et puis écoutez, pour ceux qui veulent venir dans ce podcast, soyez les bienvenus. Passez une très bonne journée et bonne écoute. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal.